Alors, vous avez non seulement mon bonjour, mais celui d'Isabelle, qui viendra pas ce soir parce qu'il fait trop froid, mais qui m'a dit il faut absolument que tu dises un mot sur le fait que c'est les 70 ans, la commémoration de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Et je vous rappelle que c'est vraiment d'actualité, parce que la Déclaration universelle des droits de l'homme, ce qu'elle amène de nouveau, de spécifique, c'est qu'elle parle des droits économiques et sociaux. Non seulement les droits de l'homme traditionnels, mais les droits économiques et sociaux, et elle en parle très sérieusement en prévoyant des tas de droits qui sont absolument négligés depuis, et qui font que cette déclaration a mauvaise presse auprès des libéraux. Il y a beaucoup de textes très critiques à son sujet. On m'entend bien là? Non? Il faut que je mange mon micro. Qu'est-ce qui se passe? Ceux qui savent, les sachants, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, non, mais si elle est... comme ça va? Bon. Salut. Rappel de l'épisode précédent. Vous vous rappelez qu'on avait travaillé sur la notion d'utopie et en grattant, on s'était rendu compte que cette notion était beaucoup plus complexe que ce qu'on imagine habituellement et qu'elle dévoilait une véritable bataille autour de l'imaginaire et autour des espérances collectives. Ce que j'avais dit en donnant des exemples très actuels, c'est que tout système de domination est un système qui cherche à neutraliser tout imaginaire d'alternative, toute possibilité, toute capacité de penser qu'on peut changer le système dans lequel on est et de rabattre l'imaginaire sur l'ordre existant. Et nous sortons pas encore malheureusement d'une période, notamment depuis les années 80, qui nous a matraqué ce message, ce qui fait que pour nous, de façon assez profonde, l'idée d'utopie est liée à l'idée d'illusion, de leurre, de quelque chose de dangereux qui risque d'amener des catastrophes, etc. Et une des choses que je veux montrer cette année, c'est que c'est normal, parce que tout système de pouvoir, au cœur de tout système de pouvoir, il y a cette neutralisation de la capacité utopique, c'est-à-dire de la capacité d'imaginer autre chose que l'ordre dominant, autre chose que l'ordre existant. Et alors, aujourd'hui, je vous propose de l'étudier autour d'un exemple qui est l'histoire de l'esclavage. On verra que l'esclavage, ça n'a pas été seulement des chaînes, des coups de fouet, etc. Ça l'a été aussi. Mais ça a été aussi continuellement une culture esclavagiste qui rendait l'émancipation des esclaves impensable. Et on en reparlera, les premières grandes révoltes d'esclaves ne demandent pas du tout l'abolition de l'esclavage. C'était impensable. Et puis, nous verrons aussi comment l'émancipation des esclaves, qui s'est faite en grande partie par eux-mêmes,
elle s'est faite quand on est arrivé à briser ce verrou et arriver à imaginer, et les esclaves sont arrivés à imaginer, une alternative, une émancipation possible. Alors voilà, c'est ce que je voudrais voir avec vous aujourd'hui. Donc je vais d'abord montrer finalement sur quoi tenait l'esclavage, parce que vous imaginez, les esclaves étaient à certains endroits beaucoup plus nombreux que les maîtres d'esclaves. C'était des gens qui éventuellement étaient forts, quelquefois même ils avaient moyen de se procurer des armes, etc. Et donc il y a à se poser la question, comment ça se fait qu'on arrivait à soumettre, à assujettir tellement de gens en leur faisant vivre des choses quelquefois véritablement terribles. Et dans une deuxième partie, je donnerai quelques éléments sur qu'est-ce qui a permis l'émancipation, qu'est-ce qui a fait que les esclaves ont fini par abolir l'esclavage. Et bon, on verra les esclaves beaucoup plus que, par exemple, les révolutionnaires français. Le premier élément qui peut expliquer la difficulté pour les esclaves de se révolter, de faire tout ce qui est possible pour sortir de leurs conditions, c'est la réalité même de l'esclavage. Qu'est-ce que c'est l'esclavage ? Ce n'est pas seulement un rapport de subordination. Ici même, avec Luc Justet, notre inspecteur du travail favori, qui est venu plusieurs années nous raconter l'histoire du droit du travail, etc., il nous avait montré l'importance décisive des rapports juridiques de subordination dans le rapport salarié. Le rapport salarié, déjà, c'est quelque chose qui devrait nous questionner. Pourquoi est-ce que des gens qui, simplement parce qu'ils ont un capital, ont le droit de nous commander, des fois de nous brimer, de nous maltraiter, etc. C'est vrai qu'on peut avoir besoin d'un capital pour qu'une entreprise existe, mais ils ont besoin de nous aussi, si on ne travaille pas. Donc le fait qu'il y ait un rapport de subordination n'est pas du tout quelque chose qui va de soi. Mais l'esclavage, c'est quelque chose qui est encore bien plus radical que le rapport de subordination salarié. L'esclave n'est pas simplement quelqu'un qui est sous les ordres d'un maître, c'est sa possession. Dans le Code noir, vous savez, le fameux Code noir qui a été écrit sous Louis XIII et qui codifiait sans dire que c'est un texte de loi, qui codifiait les rapports entre maîtres et esclaves aux Antilles. Dans le Code noir, il est dit tout simplement « Déclarons les esclaves être meubles ». C'est-à-dire, ce n'est pas des êtres humains véritablement, c'est de l'ordre des choses. Alors, on sait qu'ils sont des êtres humains. C'est-à-dire, c'est toute l'ambiguïté de cette relation. On n'oublie jamais que c'est des êtres humains, mais en même temps, on peut se permettre de les traiter comme des choses. Et du point de vue du pouvoir qu'on a sur eux, c'est facile, on a un pouvoir de vie et de mort sur eux, qui est à certains moments limité par des lois, mais des lois totalement inefficaces, c'est-à-dire que quand les maîtres tuent leurs esclaves, c'est rarissime qu'ils soient sanctionnés, même quand les lois existent. Par rapport à la relation employeur-salarié, pensez par exemple que même quand les
Comme vous le savez, au début de la révolution industrielle, quand les ouvriers travaillaient 15 heures par jour, il y avait quand même une durée qui était reconnue. Hein, ils travaillaient 15 heures. L'esclave n'a pas de durée déterminée. Il est 24 heures sur 24 sous la coupe du maître et toute sa vie, sauf s'il est affranchi. Deuxième chose, du salarié, on peut exiger certaines prestations, bon, d'un maçon qui fasse un travail de maçonnerie, d'un couturier qu'il couse, etc. Dans le cas de l'esclave, le maître peut exiger n'importe quelle prestation. Il peut exiger qu'il danse pour lui, hein, qu'il l'évente, et il peut exiger de lui toutes les prestations sexuelles qu'il désire. Et quand on se remet un peu à lire les textes sur l'esclavage, on se rend compte que cette dimension était extrêmement importante. En fait, eux, ils en parlent tout le temps. Nous, on n'en parle plus, mais eux, ils en parlent tout le temps. Et dans Homère, il y a un moment où il y a un général il s'appelle Teucer. Il vient de tuer de nombreux Troyens, donc c'est un bon. Agamemnon est très content de lui. Et il lui dit, tu vas avoir une bonne part de butin. Bon, d'abord c'est moi qui aurai la meilleure part, mais après c'est toi. Et il dit, c'est à toi, le premier après moi, que je remettrai en main un présent d'honneur, soit un trépied, soit 2 chevaux avec leur char, soit une femme dans ton lit. Et on a des expressions de ce genre un peu tout le temps. Dans le butin, il y a qu'on aura des femmes, hein, et c'est important. Et le maître a le droit d'exiger n'importe quelle prestation, y compris sexuelle, de ses esclaves. Autre différence, au moins pour le moment, si le code du travail ne dépérit pas trop, c'est que un employeur, pour le moment, ne peut pas punir ses salariés de n'importe quelle façon. C'est prévu, les sanctions qu'il peut infliger. Tandis que le maître d'esclaves, lui, il peut torturer, fouetter et, en cas extrême, mettre à mort son esclave. C'est lui qui le punit. C'est lui qui est le juge. Hein, c'est un rapport privé. Dans le droit romain, il y a énormément d'articles qui concernent les esclaves, et sauf pour les esclaves publics, dont je ne parle pas là tout de suite, c'est des rapports privés, y compris de torturer son esclave. Enfin, là encore pour le moment, un employeur ne peut pas vendre son salarié de telle façon qu'il vende le mari à un maître, la femme à un autre et les enfants encore à plusieurs maîtres différents. Tandis que le maître d'esclaves, il peut le faire. Donc vous voyez, c'est un rapport extrêmement radical d'assujettissement, de subordination totale. Et ça vous fait toucher du doigt déjà une des difficultés des esclaves. C'est, il y a certains d'entre eux, alors ça a plus été pour l'esclavage noir que pour l'esclavage antique, mais enfin, on a un certain nombre de témoignages d'esclaves. Ce qu'ils racontent, c'est que quand ils sont traités de cette façon, ils sont anéantis. Hein, le fait de vivre en perdant
tout ce qui habituellement nous permet de nous défendre, d'avoir une dignité, etc., le fait de perdre tout ça, ce que ça produit sur beaucoup de gens, c'est une sorte d'anéantissement du fait qu'ils perdent leur capacité de résister. On reverra ça pour notre prochaine rencontre qui sera autour de l'histoire des droits des femmes, où vous verrez la même chose. Le fait qu'on vous donne un certain rôle, c'est pas quelque chose qui reste extérieur, c'est quelque chose qui vous imprègne et qui vous transforme. Hein. Et puis, il n'y a pas que ça, il y a ce qu'on pourrait appeler la terreur. Hein. Les esclaves, à la moindre incartade, ils risquaient gros, très très gros, et quand ils se révoltaient, alors là, l'imaginaire de la cruauté, de la terreur qu'on leur inflige est sans limite. On parle souvent, vous savez, des tortures chinoises qui seraient spécialement sophistiquées, etc. Moi, dans ce que j'ai lu sur les supplices qu'on inflige aux esclaves qui se révoltent, j'ai jamais vu ça. C'est quelque chose de... ça va au bout de ce qui est imaginable. Et vous en connaissez un bout. À la fin de la révolte de Spartacus, vous savez, Spartacus, ça va, pendant un certain temps, ça va bien marcher. C'est une révolte d'esclaves et qui sont entraînés par des gladiateurs. Et au début, toutes les armées romaines qu'on leur envoie, ils les battent à plate couture. Ça va durer un certain temps. Et puis, il va y avoir, à la fin, une dernière bataille où il y aura toutes les armées romaines, les meilleures armées, etc., qui vont finalement les battre. Et à ce moment-là, comment il s'appelle le méchant dans l'histoire? Il s'appelle Gracchus. Il va épargner, provisoirement, 6000 de ces esclaves qui ont été battus. Pourquoi ? Pour après les crucifier sur 195 km, il y aura les 6000 esclaves qui seront crucifiés les uns à la suite des autres pour, évidemment, terroriser. Hein. On vient de vivre une terrible révolte d'esclaves. Il s'agit que ça ne puisse plus se passer. Et sur 195 km, vous avez des gens crucifiés. Crucifiés, ça veut dire quoi? Ça veut dire trouver un type de torture et de mise à mort qui soit la plus douloureuse possible, parce que quand on est crucifié, d'abord on a des clous dans le corps, etc. Et puis on s'étouffe petit à petit. C'est quelque chose, je ne sais pas qui l'a inventé, mais c'est parmi les tortures imaginables une des pires. Mais alors, la crucifixion, c'était typiquement une forme de punition des esclaves, et d'ailleurs pour le Christ, si il est crucifié, c'est justement parce que on veut qu'il ne soit pas vu comme un héros, mais comme un esclave, comme quelqu'un qui est qui n'a pas de valeur. À part la crucifixion, il y a les mutilations. Alors là, ils sont très forts. On enlève les oreilles, on enlève le nez, on enlève des orteils. Je vous lis le Code noir. Hein, vous vous rappelez, dans vos humanités, vous avez lu comment, au XVIIe siècle, il y a la politesse, l'art de vivre élégante, etc. Mais il y a le Code noir. Hein, et le Code noir, voilà ce qu'il dit. Alors, je n'ai pas noté. Ah oui. Article 38.
L'esclave fugitif qui aura été en fuite pendant 1 mois à compter du jour que son maître l'aura dénoncé en justice aura les oreilles coupées et sera marqué d'une fleur de lys sur une épaule. Et s'il récidive une autre fois à compter pareillement du jour de la dénonciation, aura le jarret coupé et il sera marqué d'une fleur de lys sur l'autre épaule. Et la 3e fois, il sera puni de mort. Comme quoi, le fameux esclave qu'on trouve dans Candide, vous savez, qu'on lui a coupé d'abord les jambes, après la main. En fait, c'est très réaliste. Voltaire savait de quoi il parlait. Autre... je vous lis un petit passage un peu affreux, quand même que vous sachiez de quoi il s'agit. Alors, je vous signale, je me sers, entre autres, de ce livre de Aline Helg, H-E-L-G, qui s'appelle « Plus jamais esclave », qui raconte un peu une partie de ce que je raconte aujourd'hui, c'est-à-dire comment les esclaves se sont émancipés. Toutes les façons dont les esclaves ont résisté et se sont émancipés. C'est un livre qui vient de sortir. De l'insoumission à la révolte, le grand récit d'une émancipation, 1492-1838. Voilà, il y a eu une révolte d'esclaves dans les plantations. Je vous signale que d'ailleurs 9 sur 10 des révoltes d'esclaves qui sont punies de cette façon sont des fausses révoltes d'esclaves. C'est-à-dire que les maîtres étaient tout à fait paranoïaques, c'est-à-dire qu'ils imaginaient tout le temps que les esclaves complotaient contre eux, qu'ils allaient les empoisonner, etc. Et les historiens se sont rendus compte que une grande partie de ces fameux complots d'esclaves étaient en fait imaginaires. Alors, en tout, plus de 140 esclaves furent exécutés de façon atroce entre mars et juin 1764. Plusieurs furent pendus par un crochet traversant leur côté avec un poids attaché aux pieds. D'autres furent brûlés à petit feu, tandis que leur chair était arrachée avec des pinces brûlantes. D'autres eurent les membres brisés sur la roue, où ils furent laissés agoniser. Atta, un des chefs de la révolte, fut enchaîné à un poteau pour y être écorché vif, puis brûlé à petit feu. À petit feu, je vous signale, c'est vraiment un petit feu, c'est-à-dire que pour qu'ils souffrent beaucoup, on ne les brûle pas d'un coup. Hein, voilà, bon, il faut savoir de quoi on parle. Hein. Voilà, l'esclavage, c'était ça aussi. Hein. Avec, par exemple, dans l'Antiquité, le fait que quand un esclave attentait à son maître, le tuer, des fois même sans le tuer, c'était tous les esclaves de la maison. Par exemple, il y avait 400 esclaves, c'est arrivé. Tous les esclaves de la maison qui étaient mis à mort. Hein. Voilà. Donc, la terreur. C'est-à-dire, si les esclaves réfléchissaient à 2 fois avant de se révolter, c'est aussi qu'ils étaient dans un régime de terreur totale. Des fois, pour une petite incartade, ils étaient fouettés pendant des heures. Hein. Alors, dans l'Antiquité, vous savez qu'il y avait quand même des statuts très différents d'esclaves. Il y avait les esclaves, par exemple, qui travaillaient dans les mines et qui mouraient comme des mouches. Hein. Dans les mines, c'était la chose la plus atroce. Et les descriptions qu'on a, ils étaient souvent nus, attachés, et on les faisait travailler jusqu'à ce qu'ils meurent. C'était pas la même chose pour les esclaves qui avaient des responsabilités qui pouvaient être des responsabilités importantes de policiers, de banquiers. Alors entendons-nous
on dirait de nos jours, de hauts responsables de la banque, d'intendants, c'est eux qui vérifiaient les monnaies, etc. Et ces esclaves-là avaient souvent une vie beaucoup plus facile que, évidemment, les esclaves qui travaillaient à la campagne, par exemple. Hein. Et puis, entre maître et esclave dans une même maison, ça pouvait se passer... ça pouvait, c'était pas chaque fois comme ça, mais ça pouvait se passer d'une façon où il y avait quand même un peu des sentiments. Mais même pour eux, même pour l'esclave qui est devenu un intendant, etc., il risquait de subir les supplices dont on vient de parler. Si quelqu'un, et son maître en particulier, trouvait qu'il lui avait manqué de respect, il pouvait être fouetté pendant des heures, etc. Hein? Donc, le premier élément d'anéantissement des esclaves, de la volonté des esclaves, c'est leur statut et la terreur qui l'accompagnait, et ça va ensemble. C'est-à-dire il y avait un assujettissement total et il y avait une terreur qui était potentiellement toujours là. Mais la dernière fois, vous vous rappelez, avec Thomas More, on a parlé de l'utopie et de la capacité, quasiment dans toutes les situations, d'inventer, d'avoir au moins dans l'imaginaire une idée d'un autre possible. Et d'avoir une espérance qui s'y rapporte, une espérance d'émancipation, etc. Ça dépend de la culture, des mots, des images qui circulent dans une culture qui était... les esclaves n'avaient pas vraiment une autre culture souvent que celle des maîtres. C'était la culture qui circulait partout. Or, c'est ça mon deuxième point, je voudrais montrer que les esclavagistes, ils le savaient. Et ils ont passé leur temps à rendre cet imaginaire impossible. Et nos plus grands philosophes s'y sont adonnés. Alors là, je vous parle d'un autre livre qui est le grand classique sur l'esclavage dans l'Antiquité grecque, qui est le livre d'Yvon Garland, qui s'appelle « Les esclaves en Grèce ancienne », qui se lit très, très bien. Il est un peu vieux maintenant, mais je pense qu'on doit le trouver encore. De 82. En tout cas, à commencer à lire sur le sujet, c'est vraiment le livre que je vous conseille, parce qu'il parle de tout. Yvon Garland fait un peu un historique dans l'Antiquité grecque de la façon dont on parle des esclaves. Et il dit que dans un premier temps, qui est la Grèce archaïque, même la Grèce d'Homère, l'esclavage apparaît un peu comme le résultat d'un hasard, d'un mauvais sort. Voilà, on n'a pas eu de chance, il y a eu une guerre et nous on a été vaincus et on est devenu esclaves. Mais ça ne signifiait pas du tout qu'il y aurait eu une infériorité des esclaves par rapport aux maîtres. Alors il donne... Vous verrez dans le livre, il donne des exemples dans Homère qui montrent que c'est... dans le fond, c'est un coup du sort. Alors, évidemment, les dieux ils y sont pour beaucoup. Mais les dieux, comme vous savez, ils sont capricieux. Un jour, ils aident les uns, un jour, ils aident les autres. En plus, ils sont pas...
Ils ne sont pas d'accord entre eux. Et donc, voilà, ça fait partie du hasard. Ça va changer à l'époque classique, c'est-à-dire à partir du 5e et 4e siècle, avant Jésus-Christ. On se met à parler d'esclaves par nature. Alors, on se met à en parler dans des textes littéraires, etc., mais surtout, il y a un développement scientifique qui tend à montrer que les barbares, dans le fond, ils sont faits pour être esclaves, et les Grecs, ils sont faits plutôt pour être des maîtres. C'est ce qu'on trouve dans certains traités hippocratiques. Vous savez que Hippocrate, ce n'était pas une personne. Ce qu'on appelle Hippocrate, en fait, c'est un ensemble de traités de médecine qui étaient certainement ceux d'une école de médecine. Et dans ces traités, il y en avait un qui s'appelait qu'on a appelé depuis des airs, des eaux et des lieux. Et où on trouve la fameuse théorie du climat. Vous savez, la théorie du climat de Montesquieu, eh bien, en fait, elle part des traités hippocratiques et elle sert déjà, dans ces traités, à distinguer ceux qui vivent dans un climat. Alors là, c'est plus tempéré, c'est pas comme Aristote ou Montesquieu. Là, c'est un climat qui est toujours le même. Et alors, ce que dit l'Hippocrate, c'est que les gens qui vivent toujours dans le même climat, ils sont tout mous, sans force, sans ardeur, etc. Ils sont faits pour être esclaves. Et puis, il y a des climats comme ceux que vivent les Européens, et les Grecs en particulier, qui est un climat où des fois il fait très chaud, des fois il fait très froid, etc. Et ça produit des hommes ardents et actifs. Et ceux-là, évidemment, ils sont faits plutôt pour être des maîtres, etc. C'est une première élaboration qui se veut scientifique et qui fatalise la situation la position des esclaves en disant que finalement il y a des gens, ils sont faits pour ça. L'esclavage par nature, il faut imaginer, la nature c'est quelque chose qu'on ne peut pas changer. On ne va pas faire que un peuplier ça devienne une rose. C'est fait comme ça, voilà. Eh bien, à partir du moment où ça devient notre modèle pour penser les inégalités sociales, ce que ça veut dire, c'est que c'est des inégalités absolument fatales contre lesquelles on ne peut rien. Non seulement contre lesquelles on ne peut rien, mais si on s'y attaque, c'est l'harmonie de la nature qu'on détruit. Et alors, ce type d'idée va trouver un défenseur dont la notoriété encore bien plus forte, qui est Aristote. Dans le premier livre de la politique d'Aristote, c'est un texte, bon, on ne sait pas les dates exactes, autour de moins 330, moins 320. Dans le premier livre de la politique d'Aristote, il y a une réponse à des gens, on ne sait pas vraiment qui c'est, alors si, on sait que c'est très certainement des sophistes, parce que leur argument consiste à dire que, justement, l'esclavage n'est pas un esclavage par nature, mais il est par convention, le fameux nomos. Et par convention, ça veut dire qu'il est le résultat d'une décision humaine, et donc on peut questionner pour savoir si elle est juste. Tandis que si c'est par nature, on n'a pas à questionner, c'est comme ça. Voilà. Page. Donc dans le livre 1 de la politique d'Aristote, pour d'autres, la domination du maître sur l'esclave est contre nature.
car, disent-ils, c'est par convention que tel est esclave et tel autre libre. Mais par nature, rien ne les différencie. C'est pourquoi l'esclavage n'est pas juste, car il reposerait sur la force. Oui, il y a des gens qui ont dit ça, je ne sais pas qui c'est. Et même, en fait, on a très peu on n'a aucun texte qui est anti-esclavagiste, et on a juste quelques textes de sophistes qui parlent de l'homme universel, qui posent ce genre de questions. Sophistes qui ont des esclaves. Hein, attention, ce n'est pas des gens qui disent allons-y, combattons l'esclavage. Mais enfin, voilà des questions qui sont subversives. Hein, alors, Aristote va répondre tout de suite en disant oui, il y a un esclavage par nature et qui fait que certains sont faits par nature pour être les instruments des autres. Alors il y a les instruments inanimés, donc je ne sais pas, c'est la pioche, le rabot, et il y a des instruments animés, eh ben, c'est par exemple les esclaves. Ceux qui sont aussi éloignés des hommes libres que le corps l'est de l'âme, ou la bête de l'homme, entre parenthèses, et sont ainsi faits, sont ceux dont l'activité consiste à se servir de leur corps, et dont c'est le meilleur parti qu'on puisse tirer, ceux-là sont par nature des esclaves. Et pour eux, être commandé par un maître est une bonne chose. Et il continue comme ça tout un chapitre qui finit par « Que donc, par nature, certains soient hommes libres et d'autres esclaves, c'est évident, et pour ceci, la condition servile est profitable et juste. » Alors, dans ce texte, il y a une critique de ceux qui considèrent que le simple abus de la force rend l'esclavage juste. Il dit non. Ou que l'hérédité rend l'esclavage juste. Non, il dit c'est pas vrai. Mais par contre, il y a un esclavage qui est par nature. Alors celui-là, il est totalement juste. Et donc, on a le droit d'aller à la chasse. Il compare ça à la chasse aux esclaves. C'est-à-dire pendant les guerres ou au cours de razzias. Hein, on a le droit d'aller à la chasse aux esclaves. Alors, on pourrait donner d'autres exemples dans l'Antiquité grecque, évidemment avec Platon et tout ça, mais là, vous avez le texte fondamental. Hein, c'est ce texte d'Aristote qui, en plus, va être repris et qui va encore servir de justification dans les temps modernes. Hein. Mais dirons-nous, ça c'est la philosophie antique. Après, il va y avoir Rome et au bout d'un moment, le christianisme. Et le christianisme, c'est quand même la fraternité universelle, l'amour du prochain, etc. Et pourtant, ce qu'on a vu avec Aristote, on va le retrouver, mais d'une toute autre façon. On va le retrouver dans l'œuvre principale, qui va jusqu'à saint Thomas d'Aquin, et même plus tard, être vraiment l'œuvre fondamentale. On pourrait dire le christianisme, ça sera en grande partie ça. Pourquoi ? Parce que, si vous voulez, les évangiles, d'accord, c'est des textes sacrés, etc., mais ça parle de très peu de choses, finalement. Et puis, saint Augustin, lui, il parle de tout.
Donc là où dans les évangiles on ne sait pas, dans plein de domaines comment un chrétien doit réagir, lui, Saint Augustin, il sait chaque fois. Et donc vous avez, c'est une œuvre monumentale, hein. Personne n'a tout lu Saint Augustin, j'espère, il y a peut-être quelqu'un dans la salle qui me dira moi aussi, mais moi par exemple je reconnais que je n'ai pas tout lu. Et son copiste, on a quelques phrases de son copiste qui dit jamais ça sera lu ce truc, il y en a trop. Saint Augustin va reprendre la question d'une toute autre façon qu'Aristote, mais vous allez voir qui aboutit au même résultat. Donc c'est dans la Cité de Dieu, hein, le livre 19. Ce que va dire Saint Augustin d'abord, c'est que par nature, il n'y a pas des gens qui sont faits pour dominer, des hommes qui sont faits pour dominer d'autres hommes. Ça part bien. Voilà ce que prescrit l'ordre naturel. Voilà tel que Dieu l'a créé. Car il a dit qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et les reptiles qui rampent sur le sol. Il a donc voulu que l'être raisonnable, fait à son image, ne dominât que sur des êtres irraisonnables. Non pas l'homme sur l'homme, mais l'homme sur la bête. Et si je m'arrêtais là, vous diriez « Ah, Saint-Augustin, quand même, ça nous change. » Je lis la phrase suivante. Dieu, voulant ainsi nous suggérer également ce que d'une part réclame l'ordre de la nature, ce que d'autre part exige la sanction du péché. La première cause de l'esclavage est le péché, qui fait que l'homme soit soumis à l'homme par le lien de sa condition. Cela n'arrive pas sans un jugement de Dieu, en qui ne se trouve aucune injustice et qui sait répartir les diverses peines suivant les mérites des pécheurs. Donc, premier élément, d'accord, par nature, les hommes, ils ne sont pas faits pour se dominer les uns des autres, mais il y a le péché. Alors d'abord, déjà, le péché originel pour saint Augustin qui entraîne tous les autres. Hein, donc, notre nature est corrompue. Et deuxièmement, les péchés de chaque homme aujourd'hui, etc. Et il y en a, ils pêchent plus que d'autres. C'est certainement eux, les esclaves. Alors, ça, c'est la première partie. Oui, excuse-moi. C'est le 5e siècle après Jésus-Christ. Mais, saint Augustin sait bien qu'il y a un problème. Il y a un problème parce qu'il y a des maîtres qui sont très méchants et qui ne sont pas chrétiens du tout et qui ont des esclaves chrétiens. Alors, est-ce que ces esclaves-là, ils ont le droit de se révolter? Pas du tout. Pas du tout. Alors, j'ai noté tous ces arguments. Parce que cette attitude soumise va permettre à l'esclave de racheter ses péchés. Donc, en fait, c'est mieux qu'il ne se révolte pas. 2, parce que, en fait, celui qui est le vrai malheureux, celui qui est véritablement dominé, c'est le maître, parce qu'il est dominé par ses passions. Et donc, il est beaucoup plus dominé que l'esclave. Et ça, je vous signale, c'est pas saint Augustin qui l'invente, on a déjà ça chez les stoïciens, on a ça dans l'Antiquité. Troisièmement, si il se révoltait, ça produirait du désordre. Et quatrièmement,
au ciel, là, il n'y aura plus d'inégalité et l'esclave qui a été juste, il sera récompensé et le maître qui a été méchant, eh bien, il brûlera jusqu'à la fin des temps. Hein? Et donc, tout cela étant dit, même si... Pardon? Il a... Oui, il a... C'est quand même... Saint-Augustin, c'est extrêmement démonstratif, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est un rationaliste, hein, il a beau la foi, etc., mais c'est quelqu'un qui a des arguments très précis, très... donc, il reprend par la nature dans laquelle Dieu a primitivement créé l'homme. Personne n'est esclave ni de l'homme ni du péché. Mais il est vrai, cette servitude, rançon du péché, trouve sa place dans l'ordre par cette loi qui commande de conserver l'ordre naturel et défend de le troubler. Et conséquence, c'est pourquoi l'apôtre, c'est-à-dire saint Paul, recommande aux esclaves eux-mêmes d'être soumis à leur maître et de les servir de bon cœur et avec bonne volonté. De la sorte, s'ils ne peuvent s'affranchir de leur maître, c'est-à-dire s'ils n'obtiennent pas l'affranchissement, ils sauront pour ainsi dire faire de leur servitude une liberté en obéissant avec amour fidèle et non par crainte hypocrite. Et alors, il y a un passage, c'est pas dans la Cité de Dieu, où quand même Saint-Augustin dit au maître qu'il ne faut pas qu'il soit cruel, qu'il torture ses esclaves, etc. Mais quand même, ça a ses limites. Si dans la maison, quelqu'un par sa désobéissance trouble la paix domestique, on le corrige par des réprimandes, par des coups de fouet, par tout autre châtiment juste et légitime, selon que le permet la société humaine, afin de le ramener dans son propre intérêt à la paix dont il s'était séparé. Et on a plusieurs textes de ce type. Là, un texte... 400 de mémoire, ça serait 431. Ouais. Alors que très justement expie dans les fers pendant des années de châtiment, l'esclave qui d'un mot ou d'un coup, qui ne font que passer, a blessé ou frappé son maître. Pas seulement s'il l'a blessé physiquement, mais s'il a dit un mot qui déplaît à son maître. Et dans ce cas, eh bien, qui passe des années de châtiment, on imagine ce que ça peut être, c'est très juste. Voilà, on est passé de la philosophie grecque païenne à la philosophie chrétienne du 5e siècle. L'Église aura autant d'esclaves que toutes les autres institutions et pendant longtemps, il y a des historiens catholiques qui ont essayé de trouver des exemples qui montraient que l'Église se montrait malgré tout, etc. Mais non, ça ne tient pas trop la route. Hein. De Valladolid, merde, comment on dit? Valladolid. J'arrive pas à le dire. Oui, il y a eu des gens comme Las Casas qui, plus tard, mais ça, c'est pas l'attitude de l'Église, c'est des chrétiens qui, individuellement, ont défendu, et ça, il y en a eu... Oui. Oui, mais ce qui a été quand même déterminant, c'est que les Indiens dont il est question ici, c'est-à-dire savoir s'ils ont une âme, les Indiens, ils mouraient comme des mouches et ils n'étaient pas du tout des bons esclaves. S'ils avaient été des bons esclaves, on aurait défendu l'esclavage. Et après,
la justification de l'esclavage, c'est aussi l'évangélisation. Oh là là. Évangélisation. Bon. La mission civilisatrice et la mission chrétienne. Alors, ce sur quoi je voudrais insister là, c'est que toutes ces choses que je raconte et qui sont juste ce qu'il y a de plus... c'est le haut de l'iceberg. Hein, chaque fois, ça construit une culture dans laquelle la place de l'esclave est une place normale, indispensable, pas du tout injuste, et qu'il n'est pas possible de transformer. L'idée qu'on va tous abolir l'esclavage, mais c'est de la folie pure. Et cette culture, c'est la culture dans laquelle vivent les esclaves. C'est pour ça que pendant toute l'Antiquité, il y a des révoltes d'esclaves, des émeutes, mais jamais une revendication d'abolition de l'esclavage. C'est-à-dire que même les esclaves de Spartacus, eux, ils ont essayé d'échapper à l'esclavage. Mais ils ne portaient pas une revendication d'abolition de l'esclavage pour tous. Ça viendra que avec l'esclavage noir et des idées nouvelles. Alors, toujours dans la fatalisation, c'est-à-dire la construction d'une culture esclavagiste qui rend impensable la résistance et surtout l'émancipation, il y a un petit passage d'Aristote qui montre que malgré tout, dans l'Antiquité, il y avait une limite. Pas du tout une limite au sort des esclaves, mais une limite dans la capacité de pouvoir des maîtres sur les esclaves. Alors, là aussi, ça commence d'une façon, mais ça va se renverser. Donc, il est en train de parler des esclaves et il dit « Et la nature veut marquer dans les corps, la différence entre hommes libres et esclaves. Ceux-ci sont robustes, aptes aux travaux nécessaires. Ceux-là ont le dos droit et sont inaptes à de telles besognes, mais aptes à la vie politique. » Bon, très bien. Pourtant, le contraire se rencontre fréquemment. Tels sont des corps d'hommes libres, tels autres en ont l'âme. Car il est bien évident que s'il n'était besoin que du corps pour distinguer les hommes libres, comme c'est le cas pour les statues des dieux, qui sont beaucoup plus grandes que les hommes ordinaires, tout le monde conviendrait que les autres hommes mériteraient d'être leurs esclaves. Et si ce qui a été dit du corps est vrai, une telle distinction est encore plus juste appliquée à l'âme. Mais il n'est pas aussi facile d'apercevoir la beauté de l'âme que celle du corps. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire que le racisme, on n'y arrive pas. Il n'y a pas une marque visible qui permet de distinguer les hommes libres de ceux qui ne le sont pas. Ah, si on avait ça, ça serait bien pratique, c'est ce que dit Aristote, mais on ne l'a pas. Et c'est un problème pour les maîtres d'esclaves, c'est un problème qu'on retrouve dans les traités de droit, qu'on retrouve dans la littérature, qu'on retrouve partout. C'est que, finalement, les esclaves, quand ils arrivent à s'enfuir, comment les reconnaître ? Ils ont les mêmes têtes
que les gens qui ne le sont pas. Alors, à certains moments, on va les marquer pour ça, hein, justement pour... mais ça aura des inconvénients aussi. Hein. Et non, il n'y a pas la couleur à cette époque. Après, oui. Et puis, il y a la peur de l'andropodistaï. L'andropodistaï, ah là là, c'est terrible. C'est un marchand d'esclaves peu scrupuleux qui, de temps en temps, va subrepticement, alors que quelqu'un voyage, etc., le capturer et aller le vendre ailleurs en disant c'est un esclave. Et tous les hommes libres ont peur de ça. Et on en parle. On dit, ah, l'andropodistaï, si tu vas là-bas, tu risques de... etc. Et ce qu'a montré un autre historien, dont le nom ne me vient pas là, qui a été prof d'histoire à Aix, c'est que dans le droit, par exemple de la Grèce antique, mais même chez les Romains, de temps en temps, il y a des lois qui favorisent la capture d'esclaves, qui leur donnent pas la possibilité de se défendre, etc. Et de temps en temps, il y a des lois qui, au contraire, donnent la possibilité, si jamais quelqu'un a été pris comme esclave à tort, de pouvoir se défendre dans les meilleures conditions. Mais ces lois sont contradictoires. Et donc, on trouve une sorte de yo-yo où, de temps en temps, ça va plutôt dans un sens, de temps en temps, ça va plutôt dans un autre. Alors, andropodistaï. Oui. Non, c'est pas anthropo, c'est andropo. Oui, andropodistaï. Alors, moi, je suis nul en grec, ne me demandez pas... Qu'est-ce que tu as dit? Eh oui, c'est les Grecs qui l'ont employé comme ça. Alors, vous savez que cet esclavage va être dominant pendant très longtemps, c'est-à-dire que ça va être le mode de production dominant, le mode de production esclavagiste, ça va être le mode de production dominant quasiment jusqu'à Charlemagne. Hein. On aura beaucoup d'esclaves jusqu'à Charlemagne. Et après, il va y avoir d'autres formes de servitude, vous savez, le servage, etc., qui va prendre le relais sans que les esclaves disparaissent. Mais il va y avoir un renouveau d'esclavage, comme vous savez, en particulier pour la France dans les Antilles, à Saint-Domingue, à partir du XVIIe siècle. Et Saint-Domingue, ça va être une île qui sera remplie d'esclaves, hein, où il y aura beaucoup plus d'esclaves que de maîtres, et où on a enfin trouvé la méthode miracle que Aristote appelait de ses voeux, c'est que les esclaves, c'est les noirs, et les maîtres, c'est des blancs. Et là, pas de problème. Ça, je ne sais pas. Alors voilà. Oh, absolument. Il y a un problème. Dans ce pas de problème, il y a un problème. Le problème, c'est que, comme dans le cas de l'esclavage antique, un des intérêts de l'esclavage noir des Antilles, non seulement c'était de s'enrichir, etc., et c'était d'avoir des femmes. Et donc, pratiquement tous les planteurs
avait une ou plusieurs concubines noires. Et avec cette concubine noire, il faisait des enfants. Et ces enfants, c'était ses enfants. Alors, il y en a, il ne résistait pas. Il disait quand même, il ne va pas être esclave, c'est mon fils, etc. Et donc, petit à petit, il va se construire une troisième catégorie. Il y a les noirs, il y a les blancs, et puis, entre les deux, il va y avoir ce qu'on va appeler les noirs libres. En fait, beaucoup ne sont pas noirs complètement, parce qu'ils sont déjà un résultat de mélange. Mais l'astuce, comment répondre à ça, c'est qu'on insiste beaucoup pour qu'il n'ait jamais, ces noirs libres, jamais les mêmes droits que les blancs. C'est-à-dire qu'il va y avoir les blancs, qui eux n'ont rien à voir avec l'esclavage. Enfin, il y a une période où il y aura les engagés, mais ça ne va pas durer longtemps. Il y a les noirs esclaves, et puis il y a une catégorie qui pose un problème, qu'on appelle les noirs libres, et cette catégorie, les blancs, les planteurs blancs, vont faire pression constamment pour qu'ils n'aient pas les mêmes droits que les planteurs. Alors, ils pourront avoir eux-mêmes des esclaves, ils pourront avoir des domaines, mais ils ne pourront pas avoir les droits des Blancs. Et cette affaire, elle va, à Saint-Domingue, elle va durer, comme vous savez, jusqu'à la Révolution française. Quand il y aura la Révolution française, les Noirs libres vont réclamer à l'Assemblée nationale, ils vont réclamer les mêmes droits qu'eux. Et alors, il va y avoir des débats et à la fin, ils vont l'obtenir. Mais quand ils vont l'obtenir, ils vont, au début, laisser tomber les esclaves qui, eux, n'en ont toujours aucun. Alors, est-ce que je vous lis quelque chose de bien... Oui, il y a évidemment, ça s'accompagne d'un discours raciste extrêmement présent. Et là, je vous signale un livre qui raconte très bien ce développement d'un discours esclavagiste. C'est le livre d'Antoine Gisler qui s'appelle « L'esclavage aux Antilles françaises », 17e, 19e siècle, où c'est vraiment un recueil de documents, de témoignages, etc., très très riche, où vous verrez toutes ces déclarations racistes. Et en plus, on a non seulement ça, mais d'une certaine manière, les esclavagistes savaient ce qu'ils faisaient. C'est-à-dire qu'ils expliquent un certain nombre de fois. Il ne faut pas qu'ils aient les mêmes droits que nous, les Noirs libres, parce que sinon, la distance infranchissable qui existe, c'est leur terme, entre les esclaves et les maîtres sera remise en cause. La distance infranchissable. Et alors, attendez, je vais vous lire un petit bout. À Saint-Domingue, l'intérêt et la sûreté veulent que nous accablions la race des Noirs d'un si grand mépris que quiconque en descend soit couvert d'une tache ineffaçable. Vous voyez, on est bien dans la fatalité. Il s'agit de fataliser, qu'on ne puisse pas remettre en cause la distance infranchissable qu'il y a entre les uns et les autres. Les mulâtres, quarterons ou métis sont respectueux et soumis envers les blancs. S'ils osaient frapper un blanc, même quand ils en sont frappés, ils seraient punis avec rigueur. Telle est la force du préjugé
contre eux, que leur mort en ce cas ne paraîtrait pas un trop grand supplice. Cette sévérité sera peut-être trouvée injuste, mais elle est nécessaire. Vous voyez, même quelqu'un qui, en fait, il n'est pas sûr que les Noirs soient inférieurs, il dit il faut absolument qu'ils n'aient pas les mêmes droits, qu'ils ne s'habillent pas comme nous, qu'ils n'aient pas les mêmes noms que nous. Et il y a des lois qui proscrivent, qui empêchent les Noirs libres d'avoir les mêmes habits que les Blancs, d'avoir le même type de nom que les Blancs, d'aller dans la même église que les Blancs, etc., pour que la distance infranchissable apparaisse comme quelque chose qui justement est infranchissable, qu'on ne peut pas remettre en cause. Voilà. C'est un racisme qui est perçu par les racistes eux-mêmes comme indispensable à l'esclavage. Comment ? Si, certains d'entre eux disent que la race noire est inférieure, etc. Mais effectivement, pas tous. Et ceux qui ne se présentent pas comme racistes sont aussi esclavagistes que les autres. Ouais. Alors, quelle heure il est ? Évidemment, on pourrait continuer cette série toute la soirée, parce que ces quelques éléments, je voulais vous les présenter pour vous montrer combien, de façon obsessionnelle, les esclavagistes, tous ceux qu'on connaît, n'ont pas seulement terrorisé leurs esclaves, n'ont pas seulement assujetti leurs esclaves, mais ont constamment fabriqué une culture qui rende l'imaginaire de l'émancipation impossible. La distance infranchissable, qui fasse que ça soit même pas pensable, ça soit quelque chose qui soit contre nature, qui soit une folie, qui soit, etc. Alors, maintenant, il faut quand même qu'on se prenne un petit moment pour se demander comment ces pauvres esclaves, ils pouvaient malgré tout, des fois, se révolter, et comment c'est arrivé. Eh bien, on va voir que chaque fois, c'est pas simplement parce qu'ils avaient des armes ou quelque chose de ce genre. C'est parce qu'ils ont eu aussi les ressources imaginaires, quelque chose qui leur a permis de penser qu'on pouvait changer les choses. Une utopie. C'est seulement quand ils ont été en mesure de former une utopie émancipatrice, que les grandes révoltes ont eu lieu. Si vous voulez, des petites révoltes, il y en a eu tout le temps, hein, des résistances, mais des grandes révoltes, il n'y en a pas eu beaucoup. Et on peut chaque fois essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé de particulier à ce moment-là. Alors, on le sait beaucoup mieux pour les révoltes aux Antilles ou en Amérique que dans les révoltes dans l'Antiquité. Hein, sur Spartacus, on sait des choses. D'abord, on sait surtout des choses par les gens qui les ont tués. Et deuxièmement, on a beaucoup de textes qui sont tardifs. Mais quand même, on sait un certain nombre de choses. Alors, comme je n'ai pas le temps de développer, par exemple, tout ce que développe Aline Elk, je vous propose de prendre juste deux exemples connus, qui sont la révolte de Spartacus et la révolte finale et décisive pour la France des esclaves à Saint-Domingue au moment de la Révolution française. Qu'est-ce qui s'est passé de spécifique dans le cas de Spartacus qui lui a permis de lancer une grande révolte servile
qui a touché des dizaines de milliers d'esclaves, qui ont combattu plusieurs fois les armées romaines et plusieurs fois les ont battus. Donc c'était quand même quelque chose d'exceptionnel. Alors, il y a des choses qui sont... évidemment, il y avait des tas de... Il y avait une conjoncture qui était favorable. Il y avait une partie des armées romaines qui, à ce moment-là, était dans ce que maintenant on appelle l'Espagne, qui était un peu loin. Il y avait le fait que, vous savez, Spartacus était un gladiateur, et dans son école de gladiateurs, on appréciait beaucoup les thraces. Thraces, vous savez, en haut de la Grèce actuelle. Et du coup, dans cette école, il y avait beaucoup de thraces. Et c'était ce que les esclavagistes disaient qu'il ne faut jamais faire, c'est-à-dire de mettre ensemble des gens qui parlent la même langue et qui viennent de la même région. Mais là, le lucre, l'envie de faire des profits a fait que, comme les Thraces ils sont de si bons combattants, eh bien, on en a mis un grand nombre dans cette école de gladiateurs. Et deuxièmement, ces Thraces, non seulement ils venaient de la même région et ils parlaient la même langue, mais en plus, c'était des captifs récents. C'est-à-dire, c'est des gens qui ont passé plus de 20 ans libres. Donc qui ont connu autre chose, hein, qui ont connu une vie libre, qui ont été des individus qui avaient une personnalité, etc., avant d'être captifs. Après, c'était des gladiateurs, c'est-à-dire c'était quand même des gens qui, du point de vue du maniement des armes, étaient très performants. Mais c'est arrivé... des tas de fois en Grèce, et une révolte de ce genre, il n'y en a pas eu des tas de fois. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est les gladiateurs, ils étaient comme la libre concurrence aujourd'hui d'entreprise, s'adressaient les gladiateurs les uns contre les autres. Et c'était à celui qui écraserait les autres. Et de cette façon, ils étaient évidemment divisés. Et le maître pouvait se servir de ces divisions. Or, dans ce cas-là, clairement, Spartacus est arrivé à réunir tous ces gladiateurs. Comment il a fait? Et alors, c'est là qu'on a... l'aspect qui n'est peut-être pas celui que vous auriez recherché, mais c'est que, en fait, c'est sa femme. Sa femme, hein, c'est comme pour Einstein, on ne la connaît pas, mais elle a joué un rôle déterminant. Sa femme était une prophétesse, une espèce de prêtresse de Dionysos. Et Spartacus, ça a l'air qu'il faisait des tas de rêves et qu'elle lui expliquait tout le temps que ses rêves, ça montrait qu'il va devenir puissant, extraordinaire, etc. Et elle avait, semble-t-il, une aura auprès de l'ensemble des gladiateurs. Vous comprenez le poids que ça peut avoir. Si les dieux sont avec nous, qu'est-ce que c'est que ces troupes romaines, hein? C'est rien du tout. Les dieux, ils vont nous permettre de quand même passer. Or, c'est ce qu'une prophétesse pouvait dire. Alors, cette piste, elle est vraiment sérieuse parce qu'on la retrouve dans toutes les grandes révoltes serviles sous Rome. Il y en a eu 3 grandes. Et dans ces 3 grandes, il y a chaque fois quelqu'un qui est un devin, un prophète, etc., qui joue un rôle déterminant. Et pour nous, ça peut expliquer pourquoi, face à quelque chose d'aussi terrible que la façon dont on risque d'être puni, face à des armées romaines qui sont les meilleures armées du monde à cette époque-là, des gens ont osé se révolter, les combattre
et petit à petit créer un véritable État dans l'État en, euh, en refusant de pactiser, etc. Alors, ils ont profité du fait qu'il y avait le mépris pour les esclaves. C'est-à-dire qu'au début, par exemple pour Spartacus, on ne trouvait pas de généraux qui voulaient aller le combattre. Combattre des esclaves, c'est vraiment déshonorant. C'est pas ça qui m'attirera la gloire. Puis, quand les premiers qui s'y sont frottés ont été battus à plate couture, on a envoyé petit à petit des gens les plus importants, et à la fin, on a envoyé vraiment les plus grandes troupes romaines qui, effectivement, en sont venus à bout. Et ils auraient pu gagner, parce que, vous savez, à un moment, ils étaient en Sicile, bon, je ne dis pas de bêtises, en tout cas au bord de la mer, et ils avaient acheté des bateaux pour pouvoir fuir plus loin. Et ce qu'ils auraient pu faire. Et c'est ces salauds de pirates qui, profitant que ce sont des esclaves, etc., les ont roulés dans la farine et finalement ne leur ont pas amené les bateaux. Hein. Mais sinon, ils auraient pu s'en tirer. Ils auraient pu s'en tirer aussi en traversant les Alpes. On ne sait pas, à un moment, ça a l'air qu'ils ont voulu le faire. Mais enfin, ça a été une révolte extraordinaire, hein, avec des milliers d'esclaves, et après, ce n'était pas seulement des esclaves, de pauvres, etc., auxquels on apprenait à se battre comme un général, au point qu'on s'est demandé d'où Spartacus avait acquis ce savoir, et on s'est dit que peut-être il était à côté de la Grèce et qu'il a pu lire des traités. Mais en tout cas, il s'est montré extrêmement habile et un grand général. Et s'il n'y avait pas eu de la malchance, toutes les troupes romaines contre eux, etc., ils avaient l'air d'être capables de vaincre. Et Spartacus, tout ce qu'on sait de lui, c'est extraordinaire. Hein, parce qu'en plus, c'est quelqu'un qui a pas voulu être un roi comme l'étaient les autres, mais qui distribuait le butin de façon égalitaire pour que personne ne soit... Il y a un côté Spartacus, c'est une merveille. Mais il était très certainement très instruit, oui. Mais la question de tous les historiens, c'est qu'est-ce qui a fait que là, ça a pris? Et la réponse qui semble la plus probable, c'est l'aura religieux. Et ça, pour Spartacus, mais aussi pour les deux autres grandes révoltes serviles à Rome. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que, vous voyez, la culture esclavagiste, c'est une culture qui anéantit en quelque sorte, qui dit qu'il y a une fatalité, qui constamment explique qu'il y a des gens qui sont voués à être esclaves, que c'est l'ordre naturel des choses, que c'est normal, ça ne peut pas être autrement, etc. Et il a fallu chaque fois qu'il y ait un imaginaire qui soit capable de surmonter ça, de contrer ce fatalisme. Et chaque fois, on le trouve. D'où mon deuxième exemple, qui est, alors lui, c'est dans toutes ces horreurs, qui est un exemple heureux, qui est ce qui s'est passé à Saint-Domingue au moment de la Révolution française. Là aussi, question, mais là on a la réponse sûre. Comment ça se fait qu'ils ont osé faire ça? Puisqu'il y a eu des tas de révoltes qui ont terminé dans ce que je vous ai lu tout à l'heure, dans d'atroces exécutions collectives, etc. Il y en a eu des tas. Hein. Et là, en plus, c'est des dizaines de milliers d'esclaves qui vont
non seulement se révolter, mais demander l'abolition de l'esclavage. Hein, on n'est plus comme dans les révoltes serviles. Là, on est dans une sorte de révolution qui va demander à ce que les droits de l'homme soient importés à Saint-Domingue. Explicitement. Hein, c'est-à-dire qu'il va y avoir des proclamations qui vont être envoyées à l'Assemblée du moment en leur disant nous aussi, on veut bénéficier des droits de l'homme, etc. Vous trouvez ça chez Aline Elk. Comment ça se passe? On le voit. Déjà, avant la Révolution, vous savez qu'en France, il y a des débats avec les Amis des Noirs, ce qui est licite, pas licite, etc. Les Amis des Noirs, ils étaient très raisonnables. Hein, ce n'étaient pas des révolutionnaires demandant l'émancipation tout de suite. Ils demandaient l'émancipation au bout de pas mal de temps, même Condorcet au bout de 70 ans. Hein, mais quand même, ils en parlaient. Et déjà, ça provoquait des troubles à Saint-Domingue. Parce que ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'ils arrivent toujours à savoir quelque chose de ce qui se passe en France métropolitaine, et ils l'amplifient par des rumeurs. Par exemple, quand ils commencent à entendre parler du 14 juillet, etc., ils y ajoutent et ils ont décrété l'abolition de l'esclavage. Et du coup, ils attaquent les maîtres en disant « Mais vous ne savez pas ce qu'à Paris, ils ont... voilà. En gros, à partir de 1791, il y a une insurrection qui ne s'arrêtera jamais complètement, qui vient de l'autre... alors, dans les Antilles, je n'ai pas eu le temps d'en parler, il y a eu quand même une forme de révolte, de résistance massive, c'est le marronnage. Le fait que les esclaves s'enfuient et qu'ils occupent après des territoires d'où on ne peut plus les déloger, et où ils sont capables de se défendre. Et ça a touché vraiment beaucoup d'esclaves. Et c'était finalement la seule issue heureuse qui existait de façon collective. Et ils partaient, souvent ils tuaient leurs maîtres. Hein. Ils partaient en sachant qu'ils ne pourraient pas revenir. Et alors, le centre de l'insurrection, il commence là. Il commence chez les Marrons, mais après, il va toucher toute l'île. Et ils vont beaucoup plus vite que les révolutionnaires français. Les révolutionnaires français, ils ont beau avoir proclamé la Déclaration des droits de l'homme, là, pour le moment, ils disaient pas pour les femmes, pas pour les domestiques et pas pour les esclaves. Et quand en 1792, donc il y a l'histoire des Noirs libres, ça ils en parlent, et il y aura finalement une décision pour l'émancipation des Noirs libres, mais pour les esclaves, il y a un débat alors je ne sais plus si c'est ça doit être au cours de la législative, mais je ne me rappelle plus dans quelle assemblée. Il y a un débat qu'il faut relire maintenant par ces gens qui ont déclaré les droits de l'homme sur est-ce qu'on peut aller plus loin que les Noirs libres, c'est-à-dire est-ce qu'on peut émanciper les esclaves ou pas. Et que disent ces gens? Ça va être la ruine. Hein? Si on les émancipe, on n'aura plus de sucre. Ça va être la ruine et le chaos en France. Hein. D'autant plus que les planteurs
font partie des révolutionnaires. Il y a une partie des planteurs qui font partie des révolutionnaires et qui mentent effrontément sur la situation dans les colonies. Donc, à un moment, en 1792, les révolutionnaires envoient des troupes, 6000 hommes, et deux commissaires, Sontanax et Polverel, pour remettre de l'ordre, pas du tout pour libérer les esclaves, pour remettre de l'ordre à Saint-Domingue et faire en sorte que ça produise. Hein. Seulement, voilà, non seulement les esclaves sont révoltés, ils n'ont pas du tout l'intention de... Il y a beaucoup de planteurs qui ont été chassés, etc. Ils n'ont pas du tout l'intention de redevenir esclaves. Et ils sont prêts à se battre jusqu'à en mourir pour ça. Mais en plus, il y a, vous savez, la guerre qui est déclarée avec l'Espagne et l'Angleterre. Or, l'Espagne et l'Angleterre, ils ont justement des colonies par là. Et donc, ils pourraient prendre pied, et ils essayent de prendre pied, y compris à Saint-Domingue. Comment défendre Saint-Domingue? Ben, le seul moyen, c'est d'avoir les esclaves avec nous. Et c'est comme ça que, à Saint-Domingue, Sontanax et Polverel ont été amenés à proclamer l'abolition de l'esclavage, ce que, en 1794, l'Assemblée reprendra. Ce qui est quand même son mérite. Hein. Elle aurait pu ne pas le faire. Ils l'ont fait. Quand même, c'était des révolutionnaires. Hein. C'est pas fini avec ça, parce que comme vous savez, bon, il y a des péripéties avec Toussaint l'ouverture, des leaders noirs, etc., que je ne vais pas raconter. Mais surtout, ce qu'il y a, c'est qu'en 1802, il y a Bonaparte qui est devenu empereur et qui rétablit l'esclavage et qui envoie des troupes pour mater les esclaves. Et ces troupes se font décimer par la fièvre jaune, mais aussi par les esclaves. C'est-à-dire qu'une des défaites des armées de Napoléon, c'est face aux esclaves de Saint-Domingue. Donc vous imaginez qu'ils étaient motivés. Et eux, ils y croyaient à l'abolition de l'esclavage. Là, on n'est plus dans la mentalité de Rome, où un groupe de gens essayait de sortir de l'esclavage, mais on ne touchait pas à l'institution. Là, c'était avant tout abolition de l'esclavage et des milliers de gens qui étaient prêts à mourir les armes à la main. D'ailleurs, certains mourront, hein, parce qu'il y aura des batailles, etc., pour garder leur liberté. Et ils vont gagner. Hein. Là, c'est un bel exemple, parce que militairement, ils vont gagner. Ils vont se faire avoir après par... alors, vous savez que ça va être la naissance d'Haïti. Donc, deuxième république indépendante dans les Amériques, hein, Haïti. Et je ne sais pas si vous le savez, mais la France va demander à être dédommagée du fait que les esclaves se sont libérés. Et elle va menacer Haïti pendant des années. Une pression qui, à la fin, aboutira, c'est-à-dire qu'il y aura un accord, et la France va exiger une somme faramineuse que Haïti va devoir payer jusqu'à la fin du XIXe siècle. Une somme faramineuse. Eh oui. Qui explique aussi
pourquoi Haïti ne s'est pas développé pendant ces années-là. Ça a été un handicap, vous savez, les histoires de dette. Là, c'était une dette énorme. C'est-à-dire que moi, je savais ça, mais il m'a fallu lire des ouvrages d'historiens sur ce que ça représentait, ces sommes. Ce que ça représentait, c'était énorme. Et ça a été un handicap, un immense handicap pour ce nouvel État pendant 2 siècles. Hein, non, 1 siècle, allez, 1 siècle et demi. Mais ce que nous, on peut garder de ça, c'est quand même que grâce à la Révolution française, là c'est sûr que ça vient de là, grâce à la Révolution française, avec ce que ça représentait, c'est-à-dire, vous imaginez, l'idée de droits de l'homme universel, l'idée qu'on peut faire une révolution pour les mettre en place, l'idée qu'on peut changer complètement l'état d'une société, les structures d'une société, un ensemble de choses qui a permis de complètement dépasser les conceptions esclavagistes, fatalistes et la terreur que les gens avaient pour se révolter. Là, ça valait la peine parce qu'il y avait un imaginaire qui était assez fort, assez présent, assez réaliste pour que ça vaille la peine. Et ils l'ont fait, ils ont gagné. Voilà, j'ai envie d'arrêter là-dessus parce que c'est beau là.